Vous connaissez CNN ? Oui, vous connaissez CNN. Même si vous n'avez jamais regardé, vous avez forcément déjà dû voir leur logo quelque part, même si c'est dans une série ou dans un film. Gros network américain, méga chaîne d'infos, diffuse basiquement sur tout le continent. Pas tellement connu en Europe, mais massivement outre-Atlantique. Et possédé par la Warner, et donc également bientôt probablement par Netflix ou par Paramount, parce qu'à un moment, on a collectivement décidé que de croire des milliardaires qui nous disaient que les monopoles et l'économie non régulée, c'était une bonne idée. Bref, en 1992, Ted Turner, qui est le boss de l'époque, lance une chaîne qui marquera l'histoire de l'animation et qui, malgré son état sacrément désastreux aujourd'hui, est encore là de nos jours avec Cartoon Network. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que CNN, c'est vraiment le network de papa. C'est pas une chaîne de copons, c'est la chaîne du salarié moyen, celle de ceux qui ont envie de voir la météo, les infos, la série du soir et les cartoons du matin pour le petit. Et les dirigeants de la chaîne, c'est pareil, ce sont des gens globalement simples, qui aiment les choses simples, les choses régulières et pas risquées. Leur souci, c'est la sécurité et les rentrées d'argent peinardes et régulières. C'est tout. Parce que vous savez ce que ça veut dire, CNN ? C'est pas juste 3 lettres pris au pif, ça veut dire Cable News Network. Autant vous dire que les risques, les trucs originaux, non, loin de moi, pas leur truc, genre vraiment pas leur cam. Eux, ils veulent de la série bien peinarde, bien safe, qui surprend ni la ménagère, ni son mari, ni les gosses pour qu'ils continuent à payer leur abonnement. À la grande limite, ils vont avoir les late shows, qui est un truc vraiment très américain, qui vont leur donner une fausse image de liberté éditoriale, mais c'est vraiment tout. Alors ok, ils ont créé une chaîne d'animation, et ok, c'est vrai, c'est la première chaîne entièrement dédiée à l'animation sur le câble. Mais Cartoon Network, ça a été créé pour diffuser de la Warner, de la Hanna-Barbera, à la grande limite des Looney Tunes. Mais pour le reste, croyez-moi quand je vous dis que ces mecs se damneraient au feu éternel de l'enfer plutôt que de lâcher la moindre thune pour du contenu qui sortirait un petit peu des clous. Some of us are endeavoring to raise a fund for the poor and the homeless. What might I put you down for? Nothing. Et le problème, c'est que le temps passe et qu'on est très vite en 94. Alors, c'est pas comme si c'était la crise non plus, globalement, quand tu t'appelles Cable News Network dans les années 90, ça va, c'est plutôt tranquille. Imaginez juste Mad Men, mais avec moins de clopes et plus de cynisme. Pourtant, c'est quand même cette année que le bon Turner, bien tranquille dans son bureau, voit débouler dans ce même bureau un conseiller qui va lui dire basiquement « Mec, c'est plus possible. Ok, on a une chaîne d'animation, mais ça fait 2 ans qu'on diffuse en boucle le catalogue de la Hanna-Barbera et de la MGM. Mais c'est plus possible de continuer comme ça en fait, c'est plus possible du tout. En face, on a MTV. Et pas le MTV de la grande époque, des clips de Michael Jackson avec des mecs bourrés à l'antenne. Non, on a le MTV en plein dans son virage des années 90 vers les productions jeunesse. Virage qui n'a comme seul et unique but que de nous piquer notre bon public mainstream bien aimé à nous. Et nous, on diffuse du Tom et Jerry, on diffuse du Looney Tunes animé dans les années 40. On a 30 ans de retard sur la prod actuelle. Il faut qu'on diffuse des programmes originaux, sinon on va se faire bouffer. Alors toi non, évidemment t'es le patron, même si la chaîne s'effondre tu vas rester, mais moi, avec ma moustache, y a bien moyen que je saute. Alors c'est la boîte ou la moustache? Alors déjà, on lui dit de respirer un bon coup et de se calmer. Allons, madame, un peu de sang-froid. Docteur, on vous demande au téléphone. On lui dit qu'il est chez CNN, bon dieu de merde, et que c'est pas un network sur la descente qui va leur faire peur. Des chaînes secondaires, eux ils peuvent en fermer 15 par jour, c'est pas ça qui va les empêcher de dormir la nuit. Et pour le coup, Ted, même si c'est lui qui a demandé la création de la chaîne, l'animation c'est pas vraiment sa priorité. Lui son taf c'est de générer le plus en dépensant le moins pour que les actionnaires soient contents. Alors bon, que sa chaîne d'animation elle se casse la gueule, mouah. Donc ce qui se passe, c'est que le bon Ted, sa réponse c'est dire que moi je suis Ted Turner, je gère un network qui vaut des milliards et on m'a pas mis dans ce bureau parce que j'ai un grand esprit créatif. Je suis ici pour gérer le pognon et m'assurer que les actionnaires touchent le plus de dividendes possible. La qualité de ce qui se passe à l'antenne, j'en ai absolument rien à secouer. Et donc non, je ne vais pas te donner les millions de dollars que tu me demandes pour ton idée de programme originaux pour ados attardés. Mais cela dit, je suis pas bête, je reste Ted Turner et je suis quand même à la tête d'un grand groupe. Et je vois bien que y a un marché à saisir. Donc à la place de donner ces millions, je vais plutôt prendre ce billet de 5 $ que je gardais pour les croquettes du chien et je vais te le donner pour ton projet pourri. Et toi tu te démerdes avec ça et tu ne reviens me voir que si tu arrives par miracle à générer du bénéfice avec ton truc. On aurait dit qu'au lieu de 100 millions, à la place je vais vous envoyer une photo dédicacée de mes couilles. Alors, évidemment, on connaît pas le budget exact, parce que globalement c'est vieux et tout le monde s'en tape. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'au sortir du meeting, les responsables de la chaîne, avec leurs idées et leurs billets de 5, ils sont allés trouver
Ce que tout patron qui vient de se prendre une chasse par son supérieur a toujours cherché, c'est-à-dire quelqu'un en dessous de lui pour lui refiler le paquet. Et au fin fond des listes d'employés, là où personne serait allé chercher, à peine au-dessus du mec qui nettoie les toilettes, ils ont trouvé leur champion. Les deux plus gros nerds, les deux plus gros puants du studio, ceux que ça faisait des mois et des mois qu'ils leur cassaient les noix avec leurs projets débiles, les deux fous du bus qui venaient à peine d'arriver dans la boîte et qui passaient plus de temps à causer de Star Trek et à fumer des gros joints qu'à bosser. Et basiquement, ils leur ont dit voyez vos projets à la con avec lesquels vous nous flinguez la santé, à nous demander systématiquement du pognon alors qu'on n'a pas ce pognon, on est allé en parler au patron, et voici donc vos 5$. Et maintenant vous allez me faire des programmes originaux pour pas cher, avec pas de studio, pas d'employés, et globalement personne qui croit en vous. Allez, on vous a pas dit, mais votre plage horaire de diffusion c'est 3 heures par soir à partir de 23h30. Donc votre public globalement ce sera soit des insomniaques, soit des mecs bourrés, soit des jeunes étudiants avec beaucoup trop de temps libre et une dose massive de THC dans les veines pour leur faire oublier qu'ils sont en train de s'endetter à vie. Allez, courage mes petits champions, vous allez y arriver. C'est qui mes petits champions? C'est qui mes petits champions, hein? Et ces deux mecs, c'est Andy Merrill et Mike Lazo. Alors je vais pas vous faire leur bio complète, c'est pas vraiment utile, surtout que là c'est globalement Andy qui va nous intéresser. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est globalement parmi les plus gros nerds à jamais avoir foulé cette terre. C'était le genre de gars à avoir 30 casquettes et 25 passions en même temps. D'ailleurs, comme on va le voir, ça les a pas mal aidés dans leurs tâches. Et surtout, ils sont dans le même délire. Et c'était pas si courant que ça à l'époque. C'est l'époque où quasiment personne, surtout aux US, qui n'avait pas du tout été mis au contact de l'animation japonaise, en avait réellement quelque chose à foutre de l'animation. L'époque où si tu voulais regarder des animés ou des cartoons autres que les Looney Tunes ou la Hanna-Barbera ou les Disney, fallait soit vivre en Europe, soit parler le japonais. Et le peu qui était traduit ou sous-titré était réservé à d'obscurs turbo-nerds comme nos deux gars. Et on parle des États-Unis de l'époque, je veux dire même encore aujourd'hui, ils sont pas foutus de lire des sous-titres dans leur propre langue. Et ils doivent sans doute penser qu'apprendre une langue étrangère est illégal. Alors, ces deux mecs, mais dire que c'était des rejects, mais vous avez même pas idée d'à quel point c'était des freaks pour l'époque. Non mais je veux dire, mais regardez-les. Ça c'est une vieille vidéo de Merrill avec Seth MacFarlane jeune que j'ai trouvé sur le net, et je crois que c'est le truc le plus nerd que j'ai vu de ma vie. Welcome to Point Counterpoint, I'm Commander Andy. And I'm the captain of the Starship Enterprise. Cela dit, il faut quand même avouer quelque chose, c'est que le retour d'orgasme a été un petit peu violent pour nos deux sympathiques Lascar. Dire qu'ils étaient à l'époque dans la merde est un doux euphémisme. En fait, si on leur a donné le projet, c'est pas vraiment parce qu'ils étaient les plus doués ou les plus vifs ou encore les plus populaires. Bien sûr qu'en réalité, avec des conditions de prod comme ça, c'est juste que personne ne voulait du projet. Sans rire, qui voudrait d'une telle galère? Même eux, avec toute leur motivation, ils ont vite senti la douille. Ce qu'on leur faisait, c'était pas un cadeau. C'était le plus grand challenge de leur histoire. Alors, ils ont fait ce que toute personne n'ayant aucun pognon pour produire, mais l'accès à une montagne de contenu, font quand on leur demande de sortir des kilomètres de contenu. Ils ont fait du redoublage. Si vous voulez aller au bout de votre carrière sans encombre, c'est très simple. Pas de choucroute le midi et pas de moquette au mur dans votre loge. Et c'est là aussi que tu vois que tout a changé avec la démocratisation d'internet dans les années 2000. Passé cette date, tu serais allé voir un patron de chaîne en lui disant « Salut patron, ma série c'est un remontage d'une de nos vieilles prods découpée à la truelle et redoublée dans un des bureaux de l'agence. » On te rit au nez, on te vire au choix, mais jamais on te dit « Mais oui, mais bravo mon garçon, c'est génial comme idée mon petit !» Pourtant, à l'époque, c'est réellement visionnaire, c'est quasiment du jamais vu. Et surtout, ça a cet immense avantage de pas coûter une thune. Les mecs, 10 ans avant Internet et YouTube, ils ont juste inventé les YouTube Poop en fait. D'ailleurs, c'est exactement ça que va être leur grande rampe de lancement. À la fois un truc jamais vu à l'époque, un truc fondamentalement débile pour un public qui à ce stade de la soirée ne demande que ça, et un truc qui ne coûte pas un rouble. Parce qu'à la toute base, ils voulaient faire un talk show un peu absurde où ils pourraient faire venir un peu tous leurs potes. Oui, parce qu'entre temps, évidemment, qu'ils ont rassemblé autour d'eux tout ce que la TV de l'époque comptait de nerds et sont devenus potes avec. Et soyons les meilleurs amis de la vie. Sauf que, pas de budget, et personne qui croit en toi, mais beaucoup d'imagination, et beaucoup de volonté de prouver sa valeur aussi. Et ça, c'est un combo qui va donner une solution très simple. Après tout, les gars, ils se sont dit, ils bossent pour la CNN qui appartient à la Warner. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à faire de l'animation entièrement originale qui coûte très cher, alors qu'on a accès parfaitement légalement à la plus grosse banque de données d'animation de l'époque ? Pourquoi s'embêter à engager des animateurs et à produire quelque chose qui de toute manière ne sera pas au standard demandé ?
alors qu'on peut simplement récupérer les cellules d'un vieux truc de Hanna-Barbera avait fait dans les années 60. Alors c'est ce qu'ils ont fait, ils ont récupéré une obscure série, un truc dont plus personne se souvient, un machin qui a dû être diffusé genre 2 fois un mardi après-midi en période scolaire, puis après mourir dans un carton. Un truc tellement obscur que même des turbo-nerds comme eux connaissaient pas. Tout ce qu'il leur restait à faire après ça, c'était découper ça à la tronçonneuse et incruster les invités en live action derrière. Et voilà, après les YouTube Poop, les mecs ont inventé les VTubers 20 ans en avance. Et ça a donné juste la période la plus absurdement génialissime de l'histoire de la télévision américaine. My next guest is Weird Al Yankovic. Here he comes now. Hi, people of the universe. Hi, look at me, I'm on TV. Woo! Woo! Alors bien sûr, c'est de l'ultra arrache. Je veux dire, il y a tellement personne qui veut bosser avec eux. L'équipe technique passe tellement de temps à se barrer que ça devient un running gag du show. Et d'ailleurs, autant c'est Mike qui est plutôt celui qui écrit, autant c'est vraiment Andy qui va charbonner comme un forcené pour faire tenir le tout debout. C'est lui qui va devoir faire la moitié des voix. Il y a certains shows, il les fait tout seul de A à Z. Quasi toutes les musiques, c'est lui qui l'a fait et la réalisation des 3/4 des épisodes, c'est lui tout seul. Et le résultat est exactement comme vous l'imaginez. Ça pue le schlag, c'est de l'arrache totale, l'animation est dégueulasse, le son est immonde, et c'est plus un énorme délire entre potes que quelque chose qui fait réellement du sens. Et ça vaut pour toutes les petites séries qu'ils vont produire pendant les années qui vont suivre. Et oui, je sais, tout ça paye pas de mine, c'est pas des prods incroyables, c'est globalement particulièrement stupide, et pas franchement des canons de qualité même pour l'époque. Sauf que vous oubliez un truc, le public qui vise, c'est pas des gens comme les autres. Eux, ce qu'ils visent, c'est pas le gentil petit Timmy qui rentre de l'école, ou la maman de Timmy qui rentre des courses ou du taf. Non, eux, ce qu'ils visent, c'est de la viande de poivreau. C'est du bon gros stoner mariné à la 8-6, c'est des gars défoncés aux Cheetos, c'est de la bonne grosse épave en pleine fonce dalle qui revient du bar. C'est un public qui a des heures à tuer en végétant devant sa télé avec ses potes de dortoir avant sa prochaine cuite. Et le succès est total. Le succès est total, et Cartoon Network et avec eux CNN, mais hallucine de voir que ce truc qui ne leur coûte littéralement pas un centime leur fait parfois de meilleures audiences que certains de leurs late shows. En même temps, c'est normal, personne ne proposait ça à l'époque. Même MTV, dont la période Wacko Jacko était finie depuis des années, avait jamais osé aller aussi loin dans le délire, ni aussi loin dans les horaires de diffusion. Mais vraiment, pour trouver un mouvement similaire, fallait retourner à la mouvance des Midnight Movies des années 70, qui d'ailleurs, pour le coup, avait pour peu de choses près le même type de public. C'est-à-dire un mélange de gens bizarres et sympathiques, la plupart du temps alcoolisés, et souvent sous l'influence de plusieurs substances hautement pas légales. Une bête magnifique, poil luisant, le museau rincé, l'œil vif. Et du coup, Mike et Andy, comme je vous ai dit, ils se retrouvent certes avec un public composé de sympathiques stoners bourrés dans leur chambre étudiante, mais un public de rêve, et surtout le public parfait pour ce genre de chaîne. L'état d'esprit de Mike, c'est les gens regarderont ou pas. S'ils regardent pas, ça nous a coûté 5 $ à faire. Et vous savez quoi ? Notre public en a rien à foutre non plus. Et où allez-vous pouvoir dénicher les téléspectateurs qui en ont rien à foutre pour vendre votre espace pub ? Et ça va donner des trucs absolument cultes pour nos voisins du pays des burgers. The Bragg Show, Syllab 2021, Harvey Birdman, Aqua Teen Hunger Force. Pas forcément des cartons, de toute manière les mecs en avaient rien à foutre, mais des encres dans le paysage audiovisuel de l'époque. Les gars de toute manière avaient un boulevard, personne n'allait rien leur dire, et personne leur a rien dit. Ils coûtaient absolument rien, rapportaient quand même du fric via les annonceurs, et leur public était de toute manière trop défoncé pour en avoir quelque chose à foutre. Andy et Merrill se sont retrouvés sur le toit du monde, à faire juste exactement ce qu'ils avaient toujours rêvé de faire. Et vraiment, ça me rend nostalgique d'une époque que j'ai pas connue.
parce que c'était absolument glorieux. It smells like Cartoon Planet. Woo-wee. Zorak Prison Pod. J'avais pris conscience d'un truc. Et au lieu de balayer cette idée, au moment où elle m'est venue, je l'ai laissée s'accrocher. Sing it, Fuzzy. I'm a little teapot, short and stout. It smells like asparagus and carrots. It smells like. C'était quoi cette idée? It smells like. C'est qu'on vit les plus beaux jours de notre vie. It smells like Cartoon Planet. Tu vois là, on est au sommet de la montagne, combat. Et la chute sera pas drôle. Boum, badaboum. Et la chute, elle sera vraiment violente. Et avant de vous expliquer en quoi, je voudrais quand même que vous ayez bien conscience qu'à ce stade, la moitié de l'animation moderne adulte américaine et peut-être une bonne partie de vos séries préférées, vous les devez à deux gros nerds dans un garage qui faisaient des redoublages débiles de vieux cartoons pour un public de gigantesques stoners. Soyez fiers de ça. Et comme je vous ai dit, tout ça va finir par prendre fin. Notamment parce que tout ça finissait par faire légèrement tâche sur le programme d'une chaîne à la base réservée pour les enfants. Alors Cartoon Network va se séparer de tout ce joyeux bordel. En effet, déjà parce que ça faisait bizarre sur la programmation, mais aussi parce que ces deux couillons commençaient à avoir tellement de trucs chelous à diffuser qu'ils commençaient à taper du temps d'antenne sur les cartoons du matin. Alors, en 2021, il y a les tours qui tombent, et chez Cartoon Network, c'est la naissance de Adult Swim. Mike et Andy, c'est là que ça devient triste. Mike, globalement ça allait pour lui. Il a toujours été le plus entrepreneurial de la bande. Il écrivait beaucoup, certes, mais il produisait surtout. Alors à un moment, il est parti aider Craig McCracken à créer les Super Nanas, et puis il a refondé le vieux studio Ghost Planet, avec qui il avait bossé pendant des années, pour en faire William Street, à qui vous devez... globalement presque la totalité des cartoons d'Adult Swim. Et ouais, c'est pas pour rien que tout a tendance à se ressembler là-bas, il y a tout qui vient quasiment du même studio. Puis quand tout ça s'est mis à tranquillement partir sur une vitesse de croisière, il a fallu trouver un nouveau boss, et forcément c'est à lui qu'on a pensé. Et si c'est pas lui qui était directement le patron, c'est clairement celui des deux avec lequel c'était le plus facile de bosser. Alors il est devenu vice-directeur exécutif de la chaîne. Et Andy, lui, le destin a pris Andy dans les bras, a regardé ses yeux brillants de fierté et de joie, des yeux tournés vers un avenir radieux, lui qui venait de créer une petite révolution dans l'animation de son pays, et lui a dit d'une voix douce: Ton chemin ne sera pas facile. Tu n'auras pas une vie amusante et légère dans le luxe et l'argent. Ça, ce sera Dewey. C'est vrai ? Andy n'a jamais avancé dans la boîte. Toujours simple animateur ou simple compositeur, jamais plus, jamais moins. Andy, malgré les dizaines de séries qu'il a réalisées, malgré son statut de co-créateur de la chaîne, malgré les dizaines de personnages qu'il a doublés, les heures non comptées, les engueulades à défendre leurs petits programmes bizarres, n'a jamais été ni augmenté, ni promu, ni même offert de nouvelles places de réalisateur. Il a bien fait un peu de doublage sur quelques-unes des nouvelles séries. Il a fait de la musique aussi, un peu, jamais comme compositeur principal non plus d'ailleurs. Il a écrit quelques épisodes de ci de là, mais rien de tout ça, pas le fait que la chaîne existe grâce à lui, pas le fait qu'il soit le mec qui est venu avec les idées qui ont permis le succès de la chaîne, pas le fait qu'il soit pote avec le vice-président n'empêcheront Andy de se faire virer. Lui et tant d'autres comme de simples employés dégagés pour faire de la place et réduire des coûts. Et Andy ne touchera également jamais un centime de royalties sur les œuvres qu'il a créées, pas un copec sur les centaines de musiques composées pour toutes les séries, et rien de rien sur les scénarios écrits. Ni lui, ni d'ailleurs aucun des autres auteurs à avoir bossé pour un network au fil des années. Ce qui d'ailleurs n'empêchera pas Adult Swim de tout de même fièrement se souvenir du temps parcouru pour les anniversaires des 10 ans de la chaîne, et faire semblant de ne pas comprendre quand ils se font cordialement défoncer par leurs anciens créatifs dans les commentaires. Si vous m'aviez dit il y a 30 ans qu'aujourd'hui je serais au fond du plus profond de tous les trous, je vous aurais pas cru. C'est une des histoires les plus tristes de l'animation, et en même temps c'est la plus commune. C'est juste l'histoire du mec qui a tout donné pour sa boîte mais qui n'a jamais pu gravir les échelons. Bon, et puis là, normalement, c'est le moment où je vous révèle que Andy fait partie depuis des années de la saga AFTRA, et où vous comprenez pourquoi est-ce qu'il n'a jamais pu connaître d'évolution, et pourquoi c'est le très conciliant avec la direction, et le très autoritaire avec ses équipes dès lors qu'il a été en position de direction, Mike, qui a eu la carrière qu'il a eue. Aujourd'hui, Mike, il a pris sa retraite, avec les honneurs, et probablement les poches pleines. Andy, lui, son meilleur ami, celui avec qui il a fondé et créé la chaîne, qui lui a tant donné, livre des colis Amazon pour survivre, et se fait mordre par des chiens. Hurrah, des gros chiens, hurrah! Est-ce que quelqu'un peut me suggérer un meilleur putain de job? Et même ça, après la mobilisation de ses fans, à avoir vu un de leurs créateurs préférés arriver à un tel stade de déchéance, n'a pas pu le sortir de la merde.
quelques petits cachets pour reposer de ci de là. J'ai signé des documents de type contrat d'emploi hier. Les scripts sont dus au 1er août. La semaine prochaine, après une semaine de pause, je réduis mes heures de chauffeur Amazon à 2 jours par semaine. Juste quelques étapes et on s'approche du retour de Checkered Past à la télé. Je serai toujours reconnaissant pour votre soutien à tous. Un espoir pour lui de s'en sortir, mais au final... Bon plus de Checkered Past pour moi. J'imagine que 12 segments c'était pas assez pour eux. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Et maintenant, je retourne faire le chauffeur pour Amazon. Alors, pourquoi je vous parle d'Andy ? Bah déjà parce que je pense qu'il le mérite un petit peu, non ? Je veux dire, il a créé de ses petites mains une des chaînes les plus populaires de l'animation, et absolument personne connaît son nom. C'est triste quand même, non ? Et ouais, je sais que pour les gens qui bossent dans le monde de l'animation et qui me suivent, son histoire doit vous filer des sueurs froides. Mais justement, on en vient au vrai cœur de ce que je voulais vous raconter avec son histoire. Ce genre de situation, ça n'est pas rare. C'est carrément pas rare en fait. C'est limite la norme. Se faire traiter comme un mouchoir qu'on peut jeter à tout moment, se faire déposséder de ce qu'on a créé, se faire virer de ce que l'on a bâti, se faire trahir par ceux qui nous doivent leur carrière, c'est pas juste le destin des mouvements de gauche. C'est comme ça que fonctionne Hollywood. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que le système marche. C'est un système qui te prend, qui t'essore de ta passion et de ta vie et te recrache dès qu'il le peut. Et soit tu arrives à faire suffisamment de thunes de ton côté pendant ce court laps de temps, soit tu finis sur le carreau, sans ressources, sans structure et sans soutien. Et ça vaut pour les créateurs comme pour les acteurs au passage. J'en veux pour preuve cette récente vidéo d'un ancien enfant acteur de chez Nickelodeon qui visiblement a pas eu une vie facile. En plus d'avoir été enfant acteur chez Nickelodeon, ce qui est déjà une version de l'enfer en soi. Et en plus, on est aux États-Unis avec tout le négatif social que ça implique. Et si fut un temps Hollywood était une des rares enclaves sociales du pays à tenter de mettre en place des systèmes de sécurité pour ses travailleurs, ça fait bien longtemps, et surtout aujourd'hui vu le climat politique du pays, que les quelques protections sociales que l'industrie avait réussi à gratter au fil du temps, elles ont fait leur valise et elles se sont barrées dans un pays chaud. Si le sujet vous intéresse, évidemment que la vidéo du camarade Bolchevique vous en apprendra d'ailleurs dessus bien plus que ce que je ne pourrais faire ici. Mais on en vient au pourquoi je fais cette vidéo. Parce que certes, Andy Murrill, c'est un nom, un destin et une histoire vraiment pas drôle du monde de l'animation. Un nom qui a, à sa mesure, façonné son industrie avant de se faire détruire par celle-ci. Mais justement, là on s'est attardé pour ouvrir le sujet sur le cas précis d'Andy Murrill. Mais c'est un membre d'une industrie toujours plus vaste qui voit les travailleurs qui la composent de moins en moins supporter ce qu'elle leur inflige. C'est un nom parmi tant d'autres d'une industrie qui est malheureusement célèbre pour la manière dont elle traite ses travailleurs et ses créatifs, particulièrement quand ils viennent de genres et de domaines sous-représentés comme l'animation. De toute manière, quand ton industrie de l'animation est basiquement axée sur les méthodes historiques d'un certain Walt Disney, faut pas s'étonner que ça donne ce genre de résultat. Oui, pour vous, Disney c'est mignon, c'est Mickey, c'est la magie, c'est l'enfance, c'est celui qui a bâti un empire sur son imaginaire, c'est Mickey, c'est Minnie, c'est toute la smala qui est contente et qui se font des bisous. Par contre, pour ses employés de l'époque, Walt c'était surtout le travail à la chaîne, la précarité, le non-respect du peu de droits du travail de l'époque, la violence, les cassages de grève et les Pinkerton qui viennent te péter les mains. Et aussi une certaine proximité idéologique avec un certain moustachu que nous décrirons comme un peu trop à droite dans les années 40. Et le problème, c'est que cette lutte entre les employés et les studios, c'est que cette lutte, autant artistique que de classe, elle est vraiment asymétrique. Alors ok, c'est vrai, Hollywood, pour tout ce que cette industrie fait de mal, reste de par sa nature plus politisée que pas mal d'industries américaines. Se syndiquer et offrir des réponses collectives face aux ingérences du système local, c'est beaucoup plus ancré dans la culture de cette industrie que dans bien d'autres. En même temps, quand de ton côté t'as Ron Perlman qui peut te sortir des phrases comme ça au plus grand des calmes, forcément ça aide. The motherfucker who said we're gonna keep this thing going until people start losing their houses and their apartments. Listen to me, motherfucker. Oh, je vous en prie, faites. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas évanouie dans mes urines. There's a lot of ways to lose your house. Some of it is financial, some of it is karma, and some of it is just figuring out who the fuck said that. And we know who said that. And where he fucking lives. Ah, ça y est. Il arrive le pipi. Mais faut pas oublier que en face, c'est pas des entreprises normales. La Warner, enfin si elle existe encore quand cette vidéo sortira, la Paramount, Amazon, Disney, Netflix, c'est des mégalopoles, c'est des entités monstrueusement puissantes et qui sont en plus dans des positions de monopole absolu. En réalité, je vous dirais bien en bon coco que ce sont de viles engences capitalistes qui ne se réjouissent que du sang des travailleurs. Et dans les faits, c'est pas foncièrement faux, mais c'est surtout qu'ils s'en foutent en réalité. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les travailleurs de l'animation pour empêcher d'autres Andy Murrill d'être créés ? Se syndiquer ?
Oui, c'est une solution. Le problème, c'est que la lutte que nécessiterait un changement à ce point profond dans les rapports de production du monde de l'animation, les syndicats locaux, ils ont absolument pas la force ni encore le pouvoir de les mener. Alors certes, oui, ils ont repris du poil de la bête ces dernières années, mais disons qu'actuellement, ils sont un peu plus occupés à faire en sorte que les clankers et les dégénérés de l'IA ne détruisent pas complètement l'industrie, qu'à s'occuper d'un domaine qui, soyons honnêtes, a toujours été considéré comme la 12e roue du carrosse dans le milieu. Le financement participatif ? Oui, ça aussi c'est une idée, mais déjà ça résout pas les problèmes internes au milieu, et puis en plus, c'est bien triste, mais l'animation reste un domaine effroyablement cher, et il n'y a pas un financement participatif sur la planète qui pourrait réunir assez d'argent pour financer un projet de grande ampleur sur la durée, sans parler des problèmes de diffusion que ça amène. Quant à faire des mouvements de grève, on parle d'un milieu réputé tout de même pour sa précarité, dans un pays où le concept de grève semble presque alien, et que les animateurs sont des gens comme vous et moi, et globalement tout le monde est atteint par cette terrible maladie qui nous force à manger 3 fois par jour. Most of our members struggle to meet their health care. And on the media they say, oh, you're in Beverly Hills with your mansion. You're like, no, they're not. These are real people that have to have second and third jobs where they used to be able to have a career. Alors, entre signer ou être affamé, est-ce qu'il y a réellement un choix ? Sauf que ouais, il y en a un. Il y a une 3e voie qui est possible, celle de l'indépendance. Alors se créent un peu de partout des nouvelles structures comme celle qui m'a poussé à faire cette vidéo, des structures qui proposent une nouvelle manière de traiter leurs travailleurs, leurs créateurs, des structures pas non plus parfaites, pas non plus sans problème, pas non plus sans défaut, mais des structures qui se bâtissent lentement en agrégeant autour d'elles tous ceux ayant connu des mains de ce système, des destins brisés, des injustices et des coups de pute, et en étant ressortis avec un très puissant sentiment de vengeance. Et si à la base, moi je voulais juste vous parler de Glitch, de l'histoire de ce nouveau studio d'animation qui fait tant parler de lui, j'ai réalisé qu'au final, c'est vachement plus intéressant de parler de ceux qui forment aujourd'hui le cœur de ce nouveau mouvement, des raisons qu'ils ont d'être aussi vindicatifs, de leur histoire, de leur création, de leur malheur, et de cette grande tentative de vengeance par l'indépendance que Glitch est un petit peu en train, malgré elle, de devenir. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de sentiment de vengeance, si on causait de l'incarnation de celle-ci. Olan Rogers, à la base, c'est un peu comme Andy. Ouais, je sais, dit comme ça commence mal. C'est un gars passionné qui a connu un succès de niche malgré le fait que ce soit un énorme introverti, qui a connu le deal d'une vie avec Final Space et qui s'est fait complètement claquer par terre par le système. Quelqu'un qui a vu l'œuvre de sa vie disparaître dans le vent comme si elle n'avait jamais existé avant de se faire jeter comme un malpropre d'un milieu qu'il avait toujours rêvé de rejoindre. Pourtant, et c'est le grand paradoxe au cœur de ce monde, son histoire c'est typiquement celle dont Hollywood raffole. Un petit underdog, un petit gars parti de pas grand chose, qui faisait des vidéos rigolotes avec ses potes, qui connaît un succès malgré ses difficultés sociales, et qui parvient à rejoindre la cour des grands. Dans n'importe quel film un peu niais, Olan Rogers est fini dans la voiture à rouler vers le soleil couchant avant de sauver l'esprit de Noël. Mais bon, on sait tous que ce genre d'histoire c'est que sur les écrans que ça finit bien. Parce que, en plus, Olan, faut quand même dire un truc, c'est que c'est pas n'importe quel type de nerd. En même temps, je sais qu'on a mis la barre très très haut avec Andy, mais là, on atteint un tout autre level. Et je vais mettre une catégorie au-dessus. Peak. C'est le peak content. Je veux dire, de sa vie, ce mec a tellement jamais réussi à connecter avec les autres êtres humains que même quand il a réussi à percer sur le net en se faisant connaître avec les sketchs qu'il faisait avec ses potes, il a tellement eu de mal à gérer sa notoriété que ça l'a foutu en dépression. Rien que le concept d'avoir un public le terrifiait. Mais tout de même, je vous dirais, n'ayez pas du tout de lui une image d'un pur ermite. Cette timidité sociale, c'est quelque chose qui lui a toujours pesé et qu'il a toujours essayé de soigner depuis son enfance. Mixer ça avec sa gigantesque nerdise et un léger pétage de câble vis-à-vis de son récent succès, ça a donné sincèrement une des histoires les plus adorables de l'histoire du net. Vu que, comme on est aux États-Unis, que le concept d'être raisonnable n'a jamais été acquis par cette culture, quand il a essayé de s'en sortir pour connecter avec sa communauté, ce qu'il a très très bien réussi au passage, il l'a fait comme le ferait quelqu'un de tout à fait normal ayant grandi dans les années 90, ayant subitement beaucoup de thunes à claquer. Il a ouvert une salle d'arcade. Et il a appelé ça le parloir. Et vraiment, quand on voit les images de cet endroit qu'il a bâti pour connecter avec les autres, je crois que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi heureux de sa vie. I don't know why you guys support me so much. I made friggin' goofy videos on YouTube. There's no reason why that should even happen. When I see a person light up
it makes me want to know that person. And that's kind of why I started. Puis après, une tornade est arrivée, a rasé le bâtiment et ce qui restait s'est fait piller par des looters. Voilà, vous venez de découvrir le deuxième point qui va suivre Holland Roger durant globalement toute sa vie. Ce mec a la poisse. Quant à l'histoire qui suit après, au final, elle est assez classique dans le monde de l'animation. En 2016, il dévoile le pilote de sa série Final Space, un projet qu'il a depuis qu'il est tout petit. Grâce à sa petite notoriété, ça marche plutôt pas mal. C'est repéré par la TBS, une branche de la Warner, qui va bien sûr balancer ça sur sa chaîne dédiée à l'animation pour adultes, non pas pionnière dans le domaine de douiller ses créateurs, mais comme on l'a vu, se défendant quand même plutôt pas mal dans cette catégorie. Et pour le coup, la série, qui fera quand même la masse de son succès sur Netflix, vu que le câble est aujourd'hui complètement mort, ça a été un carton. Puis un vrai de vrai celui-là, avec audience, critique et tout le tout team. C'est drôle tout en ne prenant pas son public pour des poireaux. Malgré son absurde, ça reste profondément humain et sombre quand ça a besoin de l'être, et ça ose parler de vrais sujets et poser de vrais enjeux pour ses personnages. Non, en vrai, on a oublié, mais Final Space, c'était un putain de récit qui prenait son public aux tripes. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que j'ai mes soucis avec ce qu'est devenu Rick and Morty, et si vous le savez pas, il y a toute une vidéo qui en cause, n'hésitez pas à aller la voir. Mais Final Space, c'est limite l'antithèse des problèmes de narration que la série d'Adult Swim a connus. Son univers, malgré son absurdité, admet sa noirceur et ne blague pas avec. Ses personnages, malgré leur étrangeté et leur caractère souvent délirant, connaissent de vraies évolutions, de vrais traumas et de vraies souffrances, des événements qui ne sont jamais dédramatisés par une blague ou un bruit de paix, et qui ont un impact sur la suite du récit. Les relations qui se créent entre les personnages, elles sont crédibles et touchantes. Les liens qui nous sont montrés sont tangibles. Et oui, on se met à vraiment croire à cette famille recomposée que forme l'équipage du Galaxy One. Le tout porté par un casting absolument parfait. Alors oui, je suis une catin de Doctor Who, c'est un fait, et il suffit de me mettre le beau David devant les yeux pour que je sois heureux. Mais là, même en mettant mon fanboyisme de côté, je ne peux pas décrire la perf de Tennant en Lord Commander autrement que magistralement génial. Your life ends, but nothing quick. I want you to experience the same pain you put me through. Et ça, c'est juste une des qualités. Mais je pense pas que c'est pour ça que la série a marqué en réalité. Vous savez, il y a certains auteurs, on peut écrire des dissertations entières sur leur rapport au monde, sur leur inspiration, sur leur vision du monde, sur ce qui fait de leur art quelque chose d'aussi unique. Chez Holland Roger, on n'a pas besoin de faire ça. Parce que chez Holland, c'est beaucoup plus simple. C'est lui-même qui nous le dit, d'ailleurs. Entre la saison 1 et la saison 2, il a fait un documentaire. Ça s'appelle Alone in Space, et c'est sans doute l'objet le plus important qui nous est laissé pour le comprendre. Pourtant, c'est juste un long monologue de lui tout seul dans sa chambre d'hôtel avant d'aller à une convention en Allemagne. Une longue litanie de remerciements et d'amour envers ses proches et ceux qui l'ont aidé. Il parle de sa femme qui l'a toujours soutenu, il parle de ses débuts, de ses amis, mais au milieu de tout ça, il parle surtout de solitude. Celle de son grand-père dont il était très proche, mais surtout de la sienne. You know, just thinking about him, you know, I would channel all those emotions into the show, you know, into the scripts, and that loneliness that I would feel, it's, you either use it or you be consumed by it, you know? C'est pour ça que Holland double aussi bien Gary. C'est pour ça que la série a tant parlé à la commune des anciens dépressifs. Partout d'ailleurs, sur les forums liés à la série, on peut trouver des témoignages de gens qui disent à quel point ils se sont retrouvés dans le personnage, à quel point Gary les a aidés à combattre des idées sombres. Et je veux pas faire de diagnostic parce que j'en ai pas les capacités, mais reste que ça m'étonnerait pas que Holland lui-même ait eu à passer par là. Et ce sentiment de solitude qu'il semble combattre, ça se voit dans toutes ses œuvres. Man, the loneliness I felt at times, you know, and maybe that's the fact of just being away from my wife and my dogs, and you're in a new city by yourself, you know, and your mind, I mean, just goes to places that you would never think. Prenez ces mondes par exemple, ce sont rarement des mondes qui vont bien, ce sont souvent des mondes détruits ou sur le point de l'être, et des personnages qui sont profondément seuls. Pourtant, ce sont aussi des mondes où la joie, le rire, l'absurde et l'espoir existent encore, et auxquels tous se rattachent. Dans son imaginaire, tout comme dans sa vie personnelle, Holland et ses personnages cherchent le contact avec les autres, et nous disent, à leur manière, que le bonheur n'est réel que quand il est partagé. Oui, je viens de vous citer du Into the Wild comme un énorme babos, mais reste que c'est pas faux. Et cette inspiration personnelle vis-à-vis de la solitude et du contact avec les autres, c'est aussi ça qui fait la qualité de ses œuvres. C'est pour ça d'ailleurs que sa relation avec Avocado, elle sonne si juste. Parce que quand il était tout seul à Los Angeles, à essayer de vendre sa série, alors qu'il était loin de sa femme, loin de ses chiens et que l'un de ses meilleurs amis venait de tomber gravement malade, il y a une seule personne qui était là pour lui. Cody Galloway. And this guy's the real deal.
Alors quand il a fallu faire des castings, alors qu'il était encore personne à Hollywood, il a fait du forcing, quitte à mettre sa série en danger pour pouvoir partir à l'aventure avec son meilleur pote. Et encore aujourd'hui, dans tous ses projets, s'il y a Olan, il y a Coty avec lui. When I got to tell him he got the part, that was my favorite moment of making the show. Yeah, you got approved, yo. Really? Yeah. Oh my God! Thanks, man. To you, buddy. Yeah, man. I mean, dude, you got us, man. Yeah. I was able to give this guy something in return for something he gave me. D'ailleurs, en parlant de rapport personnel à son œuvre, c'est aussi ça qui fait que Olan est si touchant en Gary et en Mooncake. Parce que les thématiques autour de Mooncake, elles lui sont aussi très personnelles. Lui qui a toujours été très introverti avant de parvenir à s'ouvrir au monde, la relation avec son chat Starscream, elle était très similaire à celle que Gary entretient avec Mooncake. Pas étonnant que la mort de celui-ci lui ait à ce point détruit le moral. Oui, vous vous souvenez de la tempête ? Si, le truc qui a détruit le seul endroit où il arrivait à se connecter avec les autres, avec les fans et le monde extérieur. Juste après ça, son chat est mort. C'est le bon vieux temps qui rapplique, la malchance, les jours de guigne où tu crèves, la poisse. Et malheureusement, la fin de Final Space, elle est aussi légendaire que la série est touchante, malgré le fait que, comme on va le voir, c'est malheureusement une fin assez commune, vu que le 10 septembre 2021, on annonce à Olan et à ses équipes, en plein travail sur la suite, que la série est tout simplement annulée pour cause de déduction fiscale, ajoutant Final Space à la longue liste des victimes de la fameuse fusion Warner-Discovery ayant lieu à cette époque. Et me demandez pas comment ça marche, parce que tout ça c'est des magouilles de grands patrons qui vendraient père et mère, femmes et enfants, chiens et chats et probablement leur âme pour pouvoir se faire $1 de plus. Mais visiblement tu peux annuler une série en cours de production, la supprimer de tes catalogues et la retirer de tout service de VOD et quand même avoir en récompense un allègement fiscal. Vraiment, vive le capitalisme. Donc forcément, quand tu laisses de tels moyens dans les mains d'un mec comme David Zaslav, ça donne ce genre de résultat. Comme le dit lui-même Olan, It feels like life has pretty much deleted everything that I've tried to build for the past, I don't even know, decade or so. Et malheureusement, c'est aussi là que beaucoup ont pu prendre conscience d'une dure réalité. Une réalité dont je vous ai déjà parlé en début de vidéo. Parce que le backlash, il a été énorme. Les fans étaient à raison furax leur grand-mère. Et ils ont fait ce que les fans font dans ce genre de situation. Pétitions, insultes, hashtags, cris, pleurs, lettres et incantations vaudou. Mais bon, c'est David contre Goliath. C'est le pot de terre contre la bombe thermonucléaire qui tousse. La réalité, c'est que les fans n'ont aucun pouvoir sur les networks. C'est chiant, je sais, mais vous n'avez aucun pouvoir seul ou avec votre petite communauté face à des mastodontes qui valent plusieurs milliards. La Warner, Netflix, Paramount, c'est pas Rooster Teeth. Faire des mécontents, ils s'en foutent royalement. Qu'est-ce que vous allez faire ? Arrêter de consommer leurs produits ? Les mecs possèdent l'intégralité du marché de l'audiovisuel. C'est même pas qu'ils ont pas peur de votre boycott. C'est qu'ils savent que vous pouvez pas les boycotter. C'est même pas qu'ils ne vous craignent pas, c'est qu'ils en ont absolument rien à foutre. On a le monopole des monopoles du monde. C'est triste, mais peut-être que ça permettra à certaines personnes de le réaliser, mais le système ne changera pas parce que vous lui demandez de changer. Et le système ne va pas défaire ce qu'il a fait, parce que vous lui avez gentiment supplié de le faire. Alors évidemment, le boycott n'a pas fonctionné, les pétitions sont tombées dans la plus proche poubelle, et l'œuvre d'une vie fut balayée pour gratter quelques deniers sur des impôts insuffisamment payés, laissant Olan de nouveau totalement seul, rempli d'une haine et d'une colère que je ne pourrais que qualifier de parfaitement saine. Et même si son nouveau projet, Godspeed, nous a donné un fantastique pilote, reste que c'est sur un autre projet que sa haine sera mise à profit, car un nouveau maître va bientôt arriver et lui offrir les moyens d'avoir sa vengeance. Oui, bon, ok, j'en fais peut-être un petit peu des caisses, mais je vous jure que ce mec, il a envie de se venger. Alors, en premier lieu, est-ce que Glitch est une fantastique coopérative autogérée appartenant à ses travailleurs rémunérés à la juste valeur de leur travail et permettant à ceux-ci de réellement s'épanouir dans un environnement social ouvert et tolérant où ni le patronat ni l'actionnariat n'a de prise sur eux leur travail ou leur emploi ? Non. Par contre, est-ce que c'est une nouvelle base de production, un pas en avant vers une manière plus respectueuse de traiter leurs créatifs et une faible lumière d'espoir dans un univers de plus en plus menacé par les mâchoires avides du capitalisme fascisé et des technobros lobotomisés par des IA qui leur font croire que leur manque de talent et d'âme peuvent enfin être étalés à la face du monde ? Déjà un peu plus. Mais qu'est-ce que c'est Glitch ? Parce que j'ai l'impression que tout le monde en cause ces temps-ci sans trop savoir d'où ça vient ni de qui ça vient. Qu'est-ce que c'est que cette boîte de prod qui a l'air de récupérer tous les déçus et les misfits du système pour leur faire sortir des bangers sur YouTube ? Pour le savoir, faut revenir à la toute base.
Et à la toute base, désolé chers camarades, mais on n'est vraiment pas sur un miracle populaire, ou une réaction économique brutale de la part d'anciens déçus de l'industrie se réunissant en coopérative. Glitch c'est, ou tout du moins c'était, avant tout la chaîne YouTube de Luke Lerdwich de Luke, un Australien avec, je vais dire, beaucoup de temps à perdre vu qu'il a décidé pour Dieu sait quelle raison de se farcir cette énorme usine à gaz qu'est le moteur source et cet enfer de gestion qui est devenu Garry's Mod pour se lancer dans le machinima de Mario 64. Et pour le coup, grand bien lui en face, déjà parce que le Source Engine c'est jamais que la base des 3/4 de la web animation moderne, ce qui vous le reconnaîtrez est quand même un héritage loin d'être dégueulasse. Oui, un jour on en parlera en détail de ça d'ailleurs, parce que vraiment, mais vous avez pas idée d'à quel point vous devriez ériger un hôtel à la gloire de Valve et des devs de Team Fortress 2 pour nous avoir offert le SFM. You're ugly. Et en tout cas, Luke et son Machimina, ça marche plutôt pas mal. Tellement pas mal que son frère Kevin décide de le rejoindre pour transformer une sympathique chaîne YouTube en une vraie structure de prod. Et à partir de là, c'est le petit miracle comme Internet en connaît si peu. Ça commence avec MetaRunner qui reprend les codes de SMG4 et son style visuel en l'améliorant et surtout en rajoutant une narration. Alors ok, ça casse pas trois pattes à un canard, en tout cas moi j'accroche pas des masses, mais pour un premier vrai projet, c'est vraiment plus qu'honorable, même si on sent quand même que c'est quelque chose de profondément pensé avant tout pour les primo-fans de la chaîne, plutôt que pour un nouveau public. Puis ça enchaîne avec les succès que vous connaissez tous. Murder Drone, déjà, qui connaît un franc succès, que personnellement, pour le coup, j'ai un peu de mal à comprendre, vu que je trouve que la série tente de raconter à peu près 30 choses en même temps, et que ça rend l'accroche de la série un petit peu difficile. Cependant, et parce que je connais un petit peu la trogne de la fandom, ça reste quand même très sympa, avec des personnages attachants, des dialogues qui sont franchement la réussite principale de l'œuvre, et des combats qui font tout à fait leur office. J'aurais juste aimé que la série se décide sur un type de récit, au lieu d'en tenter un différent à presque chaque épisode. Donc voilà, on se calme, les Murder Zoos, elle est bien votre série. Juste moi, ça a pas trop marché sur moi. Et puis c'est évidemment la consécration avec Digital Circus qui marque le vrai début de la reconnaissance du studio, ses premiers très gros scores d'audience, son premier impact culturel, et aussi, soyons honnêtes, sa première fanbase toxique. Ouais, je suis désolé pour le coup, mais les fans de Digital Circus, alors ok, vous êtes pas les pires, parce que Voltron existe, mais quand même, ces temps-ci, vous mettez la barre assez haut de niveau toxicité de fandom. Bref, tout ça, c'est l'entrée de Glitch dans la cour des grands. You're playing with the big boys now. En même temps, il faut avouer, quand du jour au lendemain tu te pointes avec plus de 10 millions d'abonnés et quasiment 1 fucking milliard de vues, t'as de quoi peser dans les négociations. Et oui, je parle bien de négociations. Parce que comme je vous ai dit, ouais, Glitch, ils ont un bon rapport vis-à-vis de leurs créateurs et de leur équipe, mais c'est pas des grands révolutionnaires marxistes-léninistes non plus. Quand il va falloir passer des deals avec Netflix pour ajouter Digital Circus au catalogue de la plateforme, ils vont les passer. Quand il va falloir causer avec Amazon pour la diffusion de Murder Drone, ils vont aller causer avec Jeff. Bon d'accord, dit comme ça, je pourrais vous faire croire que je vous décris une future déception et que Glitch va finir par se révéler être un enfer en interne comme l'était Rostertis. Et c'est vrai qu'ils ont connu leur polémique en interne, des histoires de recasting fait un peu à l'arrache en prévenant mal les acteurs, ou le fait que ces deux mecs ont visiblement eu beaucoup de mal à gérer l'immense dose de travail qui leur est tombée sur le coin de la gueule, ce qui a mené à une ambiance de taf visiblement assez touchy. Bon, entre temps, ils ont visiblement engagé du monde, donc ça au moins c'est réglé. Donc voilà, globalement, comme je vous ai dit, c'est pas une entreprise parfaite, il y a des problèmes en interne, mais à minima, ils essayent de les résoudre. Non, le vrai moment où ça devient intéressant, où Glitch passe de grosses chaînes YouTube qui se lancent dans le bain d'animation à vrais studios de production qui attirent de gros noms et de grosses prods, c'est pas tant pour le coup au moment du succès de Murder Drone et surtout de Digital Circus, même si soyons honnêtes ça a dû pas mal aider, qu'au moment où en juillet 2004, il lance Final Project, en partenariat avec les gars de Iron Circus Animation. Et c'est pas tant Final qui est réellement important dans cette partie de l'histoire, outre qu'ils ont un nom que je trouve très rigolo, c'est juste au final une extension de la boîte pour gérer le merch de diverses séries. Ce qui est important, c'est que Glitch s'étend, il s'associe à d'autres studios indépendants, ils prennent une place dans l'environnement de la web animation et de l'animation indépendante, et surtout, ils sont force d'initiative. Parce que la collaboration, elle va très bien se passer. Elle va très bien se passer, à tel point que Iron Circus, ils vont arriver et leur dire « Tu sais que nous aussi, on a une série qu'on essaye de produire, un truc qui fait la balle de vue et que tout le monde attend, mais qu'on galère à financer. Toi, t'as de la thune, moi j'ai des projets intéressants. T'es chaud, on le fait ensemble ?» Et Glitch, ils voient ça et ils sont en mode « Ok, alors déjà c'est de la balle, donc on va coproduire, mais sinon, t'es chaud, on t'envoie un gars pour vous aider ?» Non, parce que on vient d'engager un mec comme chef du développement et producteur exécutif, tu vas voir... Il est genre bien motivé. Yeah, I'm thinking I'm back. Et évidemment que Holland a sauté sur l'occasion et est maintenant en train de préparer Like I Lazy, une série qui est probablement une de mes plus grosses attentes de ces prochaines années.
vraiment à ce stade, Holland, je pense qu'ils sont allés le voir en mode Rambo. Et vraiment, bien sûr qu'il a dit oui. Une vengeance comme ça ne se refuse pas. Alors oubliez le passé. Faites un flashback, enlevez cette perruque et revenez. Mais pour le coup, Glitch, c'est pas que une structure qui donne les moyens de se venger à ceux qui sont fait enfler. C'est aussi une structure qui hijack les talents avant qu'ils puissent tomber dans l'escarcelle des grands studios. Prenez Nick Zopko par exemple, le créateur de Gaslight District. On pourrait croire, vu la qualité de l'œuvre et l'originalité de l'univers, que c'est celle d'un vétéran du monde de l'animation, alors qu'en fait c'est son tout premier projet hors études. Le gars a juste fait quelques armes sur Helluva Boss en période pré-achat par Amazon et production de Has-Been Hotel avant d'être repéré par Glitch. Probablement d'ailleurs après les négociations ratées de Glitch avec Vivienne Medrano, qui pour le coup, elle, a préféré aller chez Jeff. En fait, d'une certaine manière, Glitch répète une méthode qu'on n'avait plus vraiment vue depuis au moins une vingtaine d'années. Celle de donner des premières chances, celle de chasser les élèves les plus doués des écoles d'animation et du monde d'internet pour leur donner une chance au sein du monde professionnel. Parce que si Final à la base c'était simplement une plateforme pour vendre le merch de leur propre série, c'est rapidement devenu une plateforme pour vendre le merch d'autres séries, souvent pas produites par eux, mais provenant du monde d'internet. Les animateurs pouvant utiliser Final pour vendre du merch sur leur série et ainsi les financer. Et si c'est clairement une stratégie qui vient de leur propre expérience, c'est aussi une stratégie qui vient d'un certain manque de choix. Bah oui, les animateurs, ils vont toujours préférer aller là où il y a de l'argent que dans la nouvelle structure de prod qui vient de se monter. Tu préféreras toujours aller chez Mickey que chez le Clodo du coin de la rue. Reste que c'est tout de même une tactique qui a historiquement marché. En vrai, elle rappelle même beaucoup l'alignement stellaire qui s'était produit à l'époque de Alex Hirsch, époque bénie où un simple appel de la part d'un exécutif de Disney était suffisant pour greenlighter une série sans que 1001 costards ne posent la moindre question. Par contre, l'effet qui se coule, c'est que c'est pas une technique sans risque, de prendre des gens sans expérience concrète de la prod et de les bombarder chef de projet. C'est ce qu'on peut voir notamment avec Has-Been Hotel, qui a tendance à légèrement s'effondrer sur lui-même, probablement parce que Vivienne Medrano n'arrive pas à gérer un projet aussi important. Du coup, Glitch, comme on l'a vu, il récupère avant tout de même des vétérans au cœur rempli de rage pour en faire leur tête de gondole. Et pour le coup, ils vont pas aller prendre n'importe qui. Parce que, autant Holland Rogers, ils ont probablement dû aller le récupérer alors qu'il était en train d'exploser une figure de David Zaslav dans sa cave, avant de récupérer les flingues planqués en dessous et de dessouder l'intégralité du board de la Warner. I do believe in this. Mais si on veut continuer à filer la métaphore des sites, sa rage et sa haine, pour le coup, elles sont assez normales, et elles ne sont égalées, voire surpassées que par celles d'une autre personne. Et ça tombe bien, parce que cette haine, elle est dirigée vers la seule entité vers qui Glitch ne va étrangement jamais négocier, et qu'étrangement ils ont pas l'air de trop apprécier. À part potentiellement Nintendo qui doivent détester encore plus, vu qu'ils ont dû probablement monumentalement leur casser les noix pendant la prod de SMG4. Alors, c'est une chose de ne pas aimer un studio, surtout vu la réputation que se tape la firme en grandes oreilles aujourd'hui. C'est une chose de souvent critiquer les diverses prises de décision d'une firme, notamment celle qui consiste à s'écraser comme une énorme carpette devant l'administration Orange, quelque chose qui au passage risque bien de leur revenir droit dans les dents dans quelques années. C'est aussi une chose de parler avec tout le monde, sauf la plus grande boîte du monde, et que visiblement on n'aime pas beaucoup Mickey. Après, si ça se trouve, tu n'as rien à leur vendre, donc c'est pour ça que tu vas pas leur parler. C'en est encore une autre, peut-être, de pas aimer la direction que prend une structure de prod vis-à-vis de l'animation classique. Une structure qui, à elle toute seule, a quasiment flingué l'intégralité de l'animation 2D à l'époque, et qui aujourd'hui voudrait nous foutre de l'IA dans tous leurs produits. Comme je dis, c'est une chose. Par contre, c'en est une toute autre que de basiquement, métaphoriquement descendre dans les plus malfamés des bars de Los Angeles pour aller y retrouver ce qui n'est rien de moins que un de leurs pires ennemis, probablement, et en tout cas la personne qui, sincèrement sur Terre, les déteste le plus, de s'asseoir à côté de lui, de lui acheter un verre, avant de proposer au monstre que Disney a lui-même créé les moyens de se venger. Et j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. L'histoire de Dana T-Race, pour le coup, c'est probablement la plus connue de toutes celles que je vous ai présentées. Mais bon, c'est quand même de bon ton de rappeler d'où vient cette personne et pourquoi celle qui incarne maintenant le bateau amiral de Glitch en est là où elle en est, et pourquoi c'est Disney qui a lui-même créé ce que j'espère être son propre destructeur. Parce que Dana, à la base, elle a quand même eu le parcours dont rêvent tous les animateurs. Elle a commencé sa carrière sur un petit film indé avec Vivienne Medrano, future créatrice de Helluva Boss et de Has-Been Hotel. Oui, le monde de l'animation
l'animation est vraiment tout petit. Puis elle a été repérée par Disney qui lui a donné la chance de travailler avec Alex Hirsch, qui va la former sur le set de Gravity Falls et qui va lui permettre de rencontrer tout son crew et de se développer en tant qu'artiste. Puis comme un miracle de Noël, c'est directement Disney qui va venir la voir pour lui donner la chance de elle-même lancer sa propre série. Et d'ailleurs, aux mauvaises langues qui disent que c'est parce qu'elle sortait avec Alex Hirsch qu'elle a eu cette occasion, alors déjà je vais vous dire que vous êtes ultra misogyne de penser ça, et surtout que je rappelle que Shion Takeshi, future créatrice de Inside Job, et Matt Braley, futur créateur d'Amphibia, ont eux aussi bossé sur Gravity Falls, et ont eux aussi pu créer leur propre série, même si Shion Takeshi, elle l'a fait sur Netflix. Et à moins que ce mec ait entretenu une espèce de harem caché d'animateurs, il y a peu de chances que ce soit pour ça que tous ont pu produire leur série. Non, c'est juste que Gravity Falls est artistiquement parlant, une des séries les plus importantes de l'histoire de l'animation. Et ça, que vous l'appréciez ou non, les gens qui ont bossé sur Gravity Falls, les gens que Alex Hirsch a formés, ça a formé le cœur de toutes les séries d'animation qu'on a vu arriver ces dernières années. Et dans le tas, Dana, elle, lancera The Owl House en janvier 2020. Notez d'ailleurs que j'utilise pas l'ignoble titre VF de Luz à Osville, qui restera au passage une des pires abominations linguistiques que j'ai vues de la part de nos amis les traducteurs, depuis facilement Ferrovipat. Donc ouais, on part sur un début de carrière que l'on peut qualifier sans trop de doute de plutôt pas mal. Et derrière, The Owl House, ça a été un carton absolu, probablement un des plus gros succès critiques de Disney+. La série, elle était à la fois drôle et intelligente, elle aimait casser les clichés sur ce type d'intrigue, et évidemment, et c'est d'ailleurs pas étranger à ce qui va causer sa perte, était et surtout s'assumait tout comme sa créatrice comme ouvertement queer. Ce qui, évidemment, dans le contexte bien puant dans lequel les États-Unis et le reste du monde vivaient, et vivent encore malheureusement encore à cette époque, a bien sûr mené Disney à profondément pourrir la vie de la créatrice. Sincèrement, je crois que depuis l'époque où Werner Herzog et Klaus Kinski ont failli se buter dans la jungle tellement ils pouvaient pas se piffer, on n'avait pas vu une telle haine entre deux partenaires de travail. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous. Oubliez les 10% d'amende. Vous n'avez pas idée d'à quel point cette nana est Disney du plus profond de ses tripes. En même temps, faut bien avouer que quand ta compagnie est suffisamment lâche pour se soumettre aux injonctions racistes et ouvertement fascistes de l'administration Trump pour ne surtout pas risquer de perdre la moindre part de marché, faut pas s'attendre à grand chose de courageux. Même si, pour être tout à fait honnête, à partir du moment où le créateur Disney faisait tabasser ses propres animateurs par la police, est-ce qu'on peut dire que Disney a réellement changé ? Je ne suis pas sûr, parce qu'il faut pas croire que tout ça c'est quelque chose qui est arrivé uniquement avec la résurgence fasciste qui pourrit les US aujourd'hui, ou encore les stupides mouvements anti-woke qui nous pourrissent la vie à tous. Disney a toujours empêché autant qu'il le pouvait la présence de vrais personnages queer dans ses œuvres, leur préférant toujours soit des persos queer codés comme ces méchants, soit des personnages tokens dont l'expression de leurs sentiments est si court qu'il peut être facilement coupé au montage et dont l'existence n'est assumée que comme étant purement marketing. Oui, faut jamais oublier que les anti-woke font partie d'un plan marketing parfaitement conscient de la part des majors, et que ces crétins ont jamais été foutus de s'en rendre compte. Ou alors qu'ils le savent pertinemment et qu'ils s'en foutent. C'est dur à savoir avec des gens qui n'ont aucune morale. Donc dites-vous bien quand vous voyez les persos queer de The Owl House que leur existence c'est pas juste celle d'un token. Le fait qu'on ait eu la relation Luz et Amity aussi centrale à la narration, qu'on ait eu de vrais personnages non binaires comme Rain et tout le sous-texte queer de l'univers entier, c'est pas issu du supposé wokisme de Disney, mais bien d'une longue et âpre bataille entre Dana et ses producteurs qui finira par manquer de coûter la vie à la série. Et ouais, parce que Disney, dans l'un de leurs plus infâmes coups de pute, ont quand même tenté de lui supprimer sa série au plus haut de sa gloire, annulant d'un coup de baguette magique des années de développement et annonçant à une Dana en plein travail sur la conclusion narrative de sa série que celle-ci ne verrait jamais le jour. Mais heureusement, et me contredisant un petit peu sur ce que je vous avais dit sur le pouvoir des fandoms, celle-ci sera au final sauvée en partie par ses fans, et en partie par des menaces de procès aussi de la part d'une partie de la production. Mais bon, Dana se verra quand même privée de sa saison 3, et se verra obligée de conclure son intrigue par 3 longs épisodes d'1 heure, qui sont, soyons honnêtes, tout de même d'une très très grande qualité.
Oui, là c'est le seul moment où je vais pas être d'accord avec elle, mais je trouve que avoir dû condenser l'intrigue a aidé à donner un récit plus haletant et plus intense, même si je suis quand même triste que la série n'ait pas pu développer complètement ses personnages secondaires et que le passage sur la Terre soit au final presque un entracte au lieu d'être un vrai acte en soi. Mais reste que si la série a pu se compléter et se finir, elle restera à jamais une blessure dans le cœur de sa créatrice, une blessure qu'elle tente d'ailleurs de soigner actuellement avec les divers projets qu'elle maintient autour et notamment un futur comics qui va arriver. The Old House restant actuellement tout de même une œuvre qu'elle n'a jamais pu compléter comme elle le voulait, une fin détruite en plus pour vraiment toutes les plus puantes des raisons. Je veux dire, c'est même pas comme Holland Rogers ou Owen Dennis, le créateur d'Infinity Train, qui ont vu leur œuvre être flinguée pour des raisons fiscales. C'est immonde, certes, mais on peut y comprendre une certaine logique. Une logique capitaliste, une logique absolument dégueulasse, mais une logique quand même. Non, Dana, elle a vu son œuvre manquer d'être détruite pour des raisons expressément politiques, par pure queerphobie de la part d'un Disney qui se soumet lâchement au climat fasciste de son pays. Donc ouais, quand Glitch lui a demandé de venir les rejoindre, évidemment qu'elle a dit oui. En même temps, elle avait ses raisons. Disney was recently found out to be donating large sums of money, hundreds of thousands of dollars, to the sponsors and co-sponsors of the Don't Say Gay bill, a bill that effectively tells kids, LGBTQ+ kids, that you don't exist, you don't deserve to exist, and you shouldn't even be talked about. Parce que Dana T-Race, Glitch, elle voit même pas ça comme un refuge pour les animateurs. Elle voit même pas ça comme la structure qui a repris Holland Rogers. Elle voit même pas ça comme une structure qui peut permettre à ceux s'étant fait malaxer par les studios de pouvoir enfin faire des œuvres uniques et personnelles sans avoir un producteur véreux au cul. Je veux dire, elle voit même pas ça comme un début de réponse collective aux attaques antisyndicales et toujours plus violentes que les grands groupes mettent de plus en plus en place et dont, disons, elle est légèrement critique, on va dire. Non, elle voit plutôt ça comme une plateforme d'artillerie, genre un gros canon qu'elle peut pointer vers ses anciens boss et dont l'utilité première reste et restera pour elle l'occasion de leur chier dessus. De toute façon, il suffit de voir comment cette meuf répondait à ceux qui critiquaient The Old House à l'époque pour comprendre que la bagarre, elle aime plutôt bien ça. C'est horrible. Les enfants queer n'existent pas. C'est juste des adultes dégénérés qui grooment des enfants. Vous devriez avoir honte de vous-même. Dégoûtant. Ça doit craindre d'être terrifié par des adolescentes qui dansent ensemble et qui se tiennent la main. Vous comprenez bien que les films Disney sont faits avant tout pour les enfants. Le sexe ou l'orientation sexuelle n'ont rien à faire dans les œuvres pour enfants. Deux filles se sourient dans un dessin animé et toi... sexe ? Bref, soyez gay, faites de la sorcellerie. Mais pensez aux enfants, Dana. Les enfants. Après ça, ils vont lancer des sorts gays tout partout. Méga classe. Parce que oui, vous vous en doutez, mais pour une meuf qui a l'habitude de manifester pour son droit à exister, son départ de Disney de lequel elle s'est fait virer pour être qui elle est à la fin de The Old House, ça s'est pas vraiment fait dans la douceur, on va dire. On pourra noter en premier lieu ce très long Ask Me Anything où elle a pu expliquer en long, en large et en travers les censures que Disney a tenté de lui imposer. Ce qui au passage même a permis à Alex, qui lui-même s'était barré de Disney pour les mêmes raisons, à savoir leur politique hypocrite et lâche sur les questions LGBT, de venir lui aussi mettre son grain de sel dans la tourmente en lâchant que Disney l'avait lui aussi censuré quand elle avait voulu mettre des persos LGBT dans Gravity Falls. Page 380. Please revise the action of Blub's putting his arm around Durland. As noted in previous concerns, their affectionate relationship should remain comical versus flirtatious. Nope, they're buddies. Chill out. On pourra citer cette fois également pour protester face aux décisions de Disney de ne pas soutenir les droits des personnes LGBT, voire de carrément financer des lois homophobes, elle avait tout simplement invité au plus grand des calmes à acheter du merch sur des sites parallèles plutôt que sur le site de la firme aux grandes oreilles. Même si tout de même j'admettrais bien volontiers que le meilleur exemple des relations tout à fait cordiale et sympathique que ces deux entités entretiennent, ça reste quand même la réaction délicate et subtile de T-Race face à la nouvelle débilité IAesque que Disney essaye de mettre en place, à savoir un service pour permettre aux gens de créer leur propre merde sous IA sous le service de Disney+, nouvelle pathétique tentative de rentabiliser une technologie absolument pas rentable et dont la bulle est sur le point ou a déjà éclaté au moment où vous regardez cette vidéo, va probablement ou a probablement déjà destroy l'économie mondiale. Qui a donc mené Dana à ce cordial et sympathique message à ses anciens employeurs. Si vous nous payez, on vous laissera faire votre propre bouillie de contenu, qui nous appartiendra. Vous pouvez dessiner et écrire et publier vos propres merdes gratuitement. Bob Iger et ses pairs sont des putains de ghouls. Désabonnez-vous de Disney+, piratez Old House, j'en ai rien à foutre. Nique l'IA générative. Voilà, donc quand on voit ça, c'est même pas vraiment une surprise qu'elle ait rejoint Glitch.
Puis, en fait d'ailleurs, c'est même pas elle qui a rejoint Glitch, parce que mon analogie du bar de la vengeance façon John Wick, elle est pas si loin de la réalité, hein. Vu qu'apparemment c'est carrément le bon Kevin, un boss de Glitch, qui l'a directement contacté elle, en lui disant, et je cite, ouvrez les guillemets, « Salut, est-ce que tu veux venir faire absolument ce que tu veux chez nous ?» Proposition que Dana a elle-même répétée avec ses anciens collègues Zach Marcus et John Bailey Owen, qui ont tous deux eu exactement la même réponse. Voilà, à partir de là, si un jour vous pensiez que les prods de Glitch allaient débouler sur Disney+, je pense que vous pouvez faire une grosse croix dessus, hein. Parce que pour le coup, personne d'autre qu'une structure à ce point ancrée dans la récup et la contestation des grands groupes n'aurait autorisé un pitch comme celui de Night of Guinevere. Personne, à part un groupe avec une véritable et sincère haine de Disney chevillée au corps, n'aurait osé greenlighter une œuvre si marquante par son parc d'attractions maléfique. Immense empire mégalo-capitaliste vivant sous le joug d'une unique famille, détruisant tout autour d'eux, asservissant et polluant, créant artificiellement un divertissement de masse, sans âme ni passion, tout en utilisant le corps brisé et torturé de vraies âmes créatives comme base de leur empire. Je veux dire, il n'y a pas un atome de cet empire qui soit pas un énorme crachat au visage de Disney. Non mais vraiment, faut vous en rendre compte, mais il y a sincèrement une haine véritable pour la firme aux grandes oreilles dans chacun des plans de pilote de Night of Guinevere. À ce stade, sincèrement, hein, si elle pouvait le faire sans risquer un procès, je pense qu'elle intégrerait la tronche de ses anciens patrons dans la série juste pour le plaisir de les faire souffrir. Puis même ses héroïnes, ces deux sœurs qui travaillent pour le parc avant de se rendre compte d'à quel point elles ne sont que de simples rouages sans importance et disposables à merci, avant de sauver une androïde, symbole de ce que le parc aurait dû être, mais détruite par ce qu'il est vraiment. C'est très littéralement elle et les autres animateurs et artistes écrasés par les grandes corporations avant de se faire jeter qui tentent de leurs petites mains de rendre vie à ce qui aurait dû être l'âme de ces grands groupes. Alors oui, est-ce que Night of Guinevere a dans son premier épisode les prémices d'un récit profondément anticapitaliste et anticorporatiste ? Oui, c'est clairement le cas, vraiment faudrait se crever les yeux pour pas s'en rendre compte. Mais par contre, est-ce que Glitch est le cœur battant d'un nouveau renouveau de l'animation populaire et habité par les nouveaux communards de l'animation comme autant de Louise Michel prêt à bouffer de la souris pour le dîner ? Non, faut pas déconner, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais que Glitch se positionne ouvertement comme un network en guerre contre les grands majors, tout du moins en guerre contre Disney, c'est pas un hasard ni une surprise. Et surtout, c'est désormais une de ses grandes forces parce que c'est sa marque. C'est pour ça que les gens les connaissent et observent avec attention ce qu'ils font. Je ne pense pas qu'à la base, Glitch avait été créé pour être comme ça. Mais de par leur succès, et peut-être malgré eux, ils le sont devenus. Et désormais, ils en ont parfaitement conscience. J'en veux pour preuve cette dernière déclaration de Kevin vis-à-vis de la sortie en salle de Digital Circus. La raison pour laquelle on a poussé pour tout ça, c'est parce que cet événement a le potentiel de changer comment toute l'industrie voit l'animation indépendante. Non mais putain, si je vous dis que c'est le truc le plus important qui soit jamais arrivé dans l'histoire du monde. Et ce qui est sûr, c'est que si les séries que produit Glitch actuellement fonctionnent sur la durée, installent réellement Glitch pour le public mainstream, on en viendra à espérer un véritable mercato des animateurs, une exode créative des grands majors pour aller vers Glitch. Un mercato dont ferait bien partie pour le coup un certain Owen Dennis, par exemple. Et si je veux vous parler de Owen Dennis, le créateur d'Infinity Train et probablement futur nouveau poulain de Glitch, c'est pas tant pour ce qu'il a fait, mais plutôt pour aborder un dernier sujet sur lequel j'aimerais bien finir cette vidéo, qui commence, soyons honnêtes, à légèrement durer. Un sujet sur lequel Glitch va devoir se positionner sérieusement et qui paradoxalement concerne toutes les œuvres que nous aimons tant en tant que public, mais surtout que leurs créateurs aiment et sont privés de tout droit sur elles une fois celles-ci entre les mains de leurs producteurs. Parce que Owen Dennis, presque plus que tous les autres, c'est quand même le cas d'école de la manière dont l'industrie a de traiter ses talents et a de traiter leurs œuvres une fois qu'elles ont la main dessus. Andy Murrill, au final, c'était un petit gars pour lequel j'ai eu une empathie gigantesque, mais ultimement, c'était un petit réal de petites séries faites avec 3 bouts de ficelle et 2 bouts de carton. Bon, des petites séries faites avec 3 bouts de ficelle et 2 bouts de carton, qui ont redéfini le genre et lancé une des chaînes les plus populaires de l'histoire de la TV américaine, mais des petites séries faites avec 3 bouts de ficelle et 2 morceaux de carton quand même. Oui, ok, il était connu de ses fans, mais autant que son pote, et finalement, il avait vachement moins de présence que celui-ci. Et pour le coup, soyons honnêtes, il y a bien que les turbo-nerds qui savaient réellement qui étaient ces types. Turbo-nerds dont d'ailleurs vous faites désormais partie, ne me remerciez pas. Dana T-Race, elle était déjà impliquée dans le monde de l'animation, et elle avait fait ses armes sur Gravity Falls, et sans être non plus à
l'époque un grand nom de l'animation, elle a quand même réussi à arracher une fin à sa série grâce à la réputation qu'elle s'était bâtie. Et dans une moindre mesure, Olan Rogers, c'est un peu pareil. Le gars s'est bâti une réputation, et même s'il n'a pas pu sauver sa série, au final, il a réussi à utiliser celle-ci pour se lancer dans ses nouveaux projets. Il a réussi, après une bataille interminable, à récupérer les droits de son œuvre pour en faire la fin en comics, puis il a réussi à se faire repérer et engagé comme tête de gondole chez Glitch. Owen Dennis, par contre, c'est quand même un autre calibre, parce que même s'il était connu, de par sa propre fanbase, ça a toujours été un créateur un peu plus confidentiel, et cette réputation massive que se sont bâtis Dana et Olan, lui il a eu plus de mal à la bâtir. Peut-être parce que sa série a eu un peu moins de succès que les autres, même si lui aussi en tant que créateur, il est tout à fait similaire aux gens cités précédemment et il n'a absolument rien à leur envier au niveau de talent. Faut dire que lui aussi il fait partie de ce petit gang d'auteurs que tu ne peux pas séparer de son œuvre, le genre d'auteur qui vraiment porte son projet à bout de bras de la création à la sortie. Et je veux dire, Infinity Train, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a pitché, c'est lui qui l'a storyboardé, c'est en partie lui qui l'a animé, c'est lui qui l'a mené à bout. Et malheureusement, c'est aussi lui qui a le plus souffert de son annulation et de son bazardage par la Warner. Infinity Train, c'est une de ses œuvres qui sont leur auteur, autant que Gravity Falls est Alex Hirsch, que Danathy Race est The Owl House, et que Olan Rogers est Final Space. Owen Dennis, c'est Infinity Train. Et oui, je sais qu'on dit ça pour à peu près toutes les œuvres qu'on aime bien, mais vraiment, pour les auteurs comme ça, leurs œuvres, elles sont profondément personnelles. Tenez, par exemple, je vous avais déjà parlé sur une précédente vidéo du rapport que Hirsch avait avec son univers, que chaque personnage principal était une directe ref à des membres de sa famille, que toute l'ambiance de la série s'était inspirée par ses propres souvenirs de vacances, que Mabel c'était totalement sa sœur, d'ailleurs il l'a fait doubler par sa sœur, que Grunkle Stan c'était son oncle, que la surabondance de codes planqués dans la série viennent de son énorme et colossal et magnifiquement divergent cerveau d'autiste. It just sort of, I woke up one morning like, oh, I know what I'm gonna do. I'm gonna commission a statue of Bill Cipher. I'm gonna go out into Oregon. I'm gonna film that statue. I'm gonna hide a clip of that film inside the episode. I'm gonna throw an international treasure hunt where I go to Russia and I go to Japan and I go to all these other places. I'm gonna hide clues. It's gonna be like National Treasure and the entire internet's gonna work together and they're gonna find this thing. It was just like immediately like, that's what I have to do. Bon bah chez Owen Dennis c'est pareil, sauf que les inspirations, je vais pas vous le cacher, elles sont un peu moins fun. Je veux dire, à partir du moment que chacune de tes saisons prend pour inspiration une des phases du deuil et que la dernière, qui malheureusement n'a jamais vu le jour, était censée tirer son inspiration principale de la maladie d'Alzheimer et de comment elle affecte les gens autour d'elle, c'est clairement que t'es pas là pour te taper le cul par terre de fun. Après avoir été diagnostiqué d'Alzheimer, mon grand-père a écrit un essai de 20 pages environ pendant plusieurs mois à propos de sa vie et de tous ses souvenirs. En se lisant, on se rendait compte qu'il commençait à perdre la mémoire, qu'il répétait des choses sans s'en rendre compte. C'était horrible, mais en même temps enrichissant, et c'était une vue directe de ce qui se passe quand notre cerveau commence à arrêter de se souvenir de tout ce qui fait de nous ce qu'on est. Je voulais faire une saison à propos de ces sentiments, à propos de l'idée de ton propre cerveau qui se détruit tout seul, comment ça affecte les personnes qui t'aiment, et comment tu peux savoir que ça arrive, mais rien faire pour y changer quoi que ce soit. Quelqu'un qui est en train de vivre ça ne peut pas écrire une histoire à ce sujet. Alors je me suis dit que ce serait bien pour ceux d'entre nous qui le peuvent, d'essayer. Voilà, une fois que tu sais ça, ça devient très très dur de ne pas voir le train et la série elle-même comme un immense processus de deuil de son grand-père de la part d'un Owen qui voulait terminer sa série sur une saison entièrement dédiée à cette thématique. Et comme le monde est injuste et que l'industrie, elle te prend tes sentiments et tes traumas et les offres que tu fais avec, les emballe dans un joli papier plastique, les vend, mais dès que ça l'arrange plus, elle va te jeter toi et tes espoirs sur le bord des rails, et bah tout ceci a pris fin pour les plus mercantiles des raisons, d'une manière assez similaire à ce qu'a subi Olan Rogers. Les gars ont eux aussi été juste une des nombreuses victimes collatérales de la fusion entre AT&T et la Warner. Et ouais, même si t'as une série à succès que tout le monde kiffe et que t'es en pleine prod, le capitalisme, il en a rien à foutre. À la différence que Infinity Train avait tout de même un succès minime par rapport aux autres œuvres que je vous ai présentées. Mais quand même, en août 2016, c'est toute l'équipe qui va apprendre qu'elle est virée, comme on jette une vieille chaussette, tout en leur faisant croire que le retour et le renouvellement de la série est dépendant des audiences de celle-ci sur HBO Max. Voilà, en gros, on te promet que ta série sera peut-être renouvelée si elle fait des bons chiffres, le tout sur un service de streaming qui ne partage pas ses audiences, et le tout après t'avoir viré en te faisant croire que vas-y frère, je te jure, on te réengage juste après.
Autant dire que pour croire à une telle arnaque, faut être un député PS, et que c'est sans aucune surprise que la série a été complètement annulée après sa saison 3. Mais ajoutant le déshonneur à l'insulte, c'est en se justifiant par une prétendue difficulté à rentrer dans la série pour un nouveau public, et un ton trop difficile et dur pour un public jeune, assez osé vous l'admettrez de la part des gens qui ont Game of Thrones sur leur service, qu'on a justifié leur annulation. Mais cette histoire, si vous la trouvez assez similaire à celle de Holland, et c'est pas faux, c'est quasiment exactement la même, je voulais plus la raconter moins pour l'horreur absolue d'avoir vu une œuvre qui était censée parler de Alzheimer être détruite de cette manière. Je la trouve surtout intéressante parce que c'est la plus grande preuve, s'il en fallait encore, que la digitalisation de toutes nos œuvres culturelles et leur accumulation dans les mains d'un nombre toujours réduit de mégacorporations est un gigantesque problème qu'il va falloir aborder sérieusement un jour. Parce qu'une série annulée, c'est pas fun. Ok, là on est plutôt d'accord. Mais là on n'en est même plus à ce stade. Parce que ok, en 2022, quand la série a disparu du HBO, ça la rendait certes pas facile à trouver, mais c'était toujours dans le domaine du faisable. Notamment parce que la série était sur Netflix. Par contre, en 2023, quand elle a disparu complètement de tout service de VOD légal, c'est devenu autant plus grave. La série a simplement disparu de tout support légal, et provoquant ce cas étrange, absurde et soyons honnêtes horrible, d'une série étant censée être une parabole de l'horreur d'Alzheimer, condamnée à un oubli uniquement repoussé par un groupe soudé de proches et aimants, déterminés à continuer à en faire vivre la mémoire. Et oui, je suis d'accord, ceci est une histoire qui est triste au point à en manger de la neige pour se caler le ventre, mais ça a le mérite de faire réfléchir quand même à plusieurs trucs. Déjà, elle remet réellement sur le devant de la scène le débat vieux comme les internets concernant la validité du piratage. Parce que si on écoute les lobbies, ok, le piratage c'est du vol, tout ça. Mais dans le cas présent et pour beaucoup de vieilles œuvres notamment, le piratage c'est surtout de la préservation. Aujourd'hui, si par moyen X ou Y, vous avez Infinity Train sur votre disque dur, vous n'avez pas juste téléchargé une œuvre qu'il est possible de légalement regarder ou acquérir, vu que ces grosses pinces de la Warner refusent catégoriquement de ressortir le tout en DVD, et que ceux qui tentent de le faire se prennent des procès au cul. Puis bon, vu la situation actuelle de la Warner, à mon avis, c'est pas leur priorité absolue. Vous avez une pièce de culture dont la conservation sur votre disque dur sont les seules et uniques assurances contre sa destruction totale et son oubli. Supprimez-la de votre disque dur et vous supprimez un des liens rattachant cette œuvre à notre culture générale. Je veux dire, à ce stade, c'est même plus de la piraterie, c'est tout simplement de la conservation. Oui, je sais, piquer des trucs en disant qu'on veut les conserver, ça pourrait littéralement être le slogan du British Museum, mais pour une fois, je vous jure, c'est pour la bonne cause. Sa place, c'est dans un musée! Et puis, évidemment, ce que cette situation révèle, c'est le rapport qu'a le monde de l'animation et plus généralement le monde du divertissement envers la propriété intellectuelle de ses auteurs. Owen Dennis, même s'il le voulait, il ne peut pas donner suite à son œuvre, ni en série, ni en comics, ni en livre. Il l'a créée, il l'a développée, elle vient de son ressenti personnel, mais tous les droits appartiennent non pas à son auteur, non pas à son public, mais à David Zaslav et plus généralement à la Warner, bref à un consortium privé sous la coupe de milliardaires qui en ont pas grand chose à foutre de l'art ni de la création. Parce que dans le monde de l'animation, tu peux avoir le succès, l'amour des critiques et du public, les gens peuvent se retrouver dans tes séries, tu peux être reconnu, toi et tes équipes, comme de grands créatifs, reste que rien n'appartient à ceux qui travaillent et qui créent. Pire, ceux qui créent sont désormais en conflit direct avec les producteurs et ces grands groupes. Pourtant, Owen, il semblerait, a réussi à se refaire. Et si il a réussi à fuir la Warner, c'est malheureusement la Warner qui est en train de lui revenir droit dans le nez, vu que Owen est actuellement en train de travailler sur l'adaptation la plus improbable du monde avec CBS, l'adaptation de Among Us, qu'il va, apparemment d'après ses dires, transformer en une œuvre profondément anticapitaliste. Je ne sais pas comment il va faire ça, j'ai très envie de le voir, mais il a aussi du coup également extrêmement peur de la future fusion avec Paramount, qui fait peur un petit peu tout le monde ces temps-ci. Je vous renvoie à la très bonne vidéo de Bolshevik pour savoir en quoi c'est une très mauvaise idée. Et tout ça pour vous dire quoi, au final ? Déjà qu'en tant que public, vous devez de vous intéresser aux conditions de production des œuvres que vous consommez. Alors oui, bien sûr, on vous demande pas d'avoir une connaissance exhaustive sur les arcanes de la production et sur les rouages internes des dites boîtes de production. Ça, c'est bon pour les tarés comme moi ou les gens qui bossent directement dessus. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à une époque où de plus en plus de corporations veulent vous refiler des merdes faites sous IA, vient le temps d'apprendre à reconnaître ce qui vient d'un vrai auteur de ce qui vient d'un bête programme.
Et pour ça, il faut s'intéresser aux gens qui font vos séries, à leur histoire, à leur ressenti vis-à-vis du monde, et surtout à leur combat. Parce qu'on ne peut pas décorréler l'art de Dana Reis ou de Vivienne Medrano de leur combat pour le droit des minorités de genre. On ne peut pas décorréler l'art de Owen Dennis de son rapport au deuil et à la maladie. Et on ne peut pas décorréler l'art de Holland Rogers de son profond sentiment de solitude et de son besoin pathologique de se lier aux autres. C'est en comprenant que ce sont de vrais gens avec de vrais sentiments qui sont responsables de la qualité des œuvres que vous consommez que vous comprendrez à quel point il est important de protéger leurs conditions matérielles de travail et à quel point vous vous devez d'utiliser votre pouvoir en tant que public, votre influence en tant que communauté pour tenter d'influencer ces nouvelles structures pour qu'elles ne trahissent pas leur engagement de respecter les auteurs et les œuvres qu'ils engagent. Parce que vous n'arriverez pas à faire changer ces grandes corporations, alors autant influencer ces nouvelles structures qui se montent. Et en vrai, je ne peux pas vous donner une conclusion sur Bleach. La structure est trop jeune et en pleine production de ses premières œuvres pour que l'on puisse les qualifier de quoi que ce soit, à part d'espoir que l'on peut espérer plein de bonne volonté. Par contre, leur taille les rend beaucoup plus susceptibles de réellement écouter les retours de leur public sur leur futur politique. Bref, c'est pas parce que tout ceci part bien que ça implique de baisser sa garde. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que les monopoles du divertissement deviennent de plus en plus hors de contrôle et que le spectre de l'IA menace tous les jours de détruire ce qui fait de cet art que nous aimons tant un art, nous devons à la fois de soutenir les créateurs, de créer nous-mêmes avec nos propres compétences et de conserver et protéger les œuvres qui sont tous les jours menacées de destruction par un système qui se fout complètement du concept de culture immatérielle. Et sur ce, parce que je pense qu'on est là depuis suffisamment longtemps, je pense qu'il est largement temps que je vous laisse en vous donnant rendez-vous sur Twitch à minima tous les samedis, où vous enjoignons à rejoindre la commu sur le Discord, et en laissant la conclusion de tout ceci à la personne ayant créé un des créateurs avec lequel j'ai le plus empathisé durant cette vidéo. Je vous dis à bientôt, et salut. There is no right way to do art. And if anybody tells you otherwise, screw 'em. That's my mom.